Il faisait de gros yeux, avançait les lèvres en une moue enfantine, s'efforçant, dans la glace, de ne pas regarder les autres, mais de s'absorber dans sa propre image. Il lui semblait qu'il était très différent de ceux qui étaient là, qu'il les trahissait en quelque sorte en venant se mêler à eux. Pour peu, il leur en eût demandé pardon. Le garçon coiffeur, pourtant, le traitait avec indifférence. Au moment où M. Monde s'était renversé dans le fauteuil, il s'était contenté d'adresser un clin d'œil à ses collègues. Un clin d'œil si rapide, si machinal, non accompagné de sourire, ni d'ironie, qu'il avait plutôt l'air d'une sorte de signe maçonnique. Était-il si différent des autres, avec sa chair soignée, ses vêtements de drap fin, ses chaussures faites à son pied? Il le croyait. Il avait hâte que la transformation fût accomplie. En même temps, il souffrait parce que le garçon avait un emplâtre rose à la nuque, un emplâtre bombé qui devait cacher un vilain furoncle violacé. Il souffrait aussi de voir un index bruni par le tabac passer et repasser sous ses yeux, de respirer cette odeur écœurante de la nicotine et du savon à barbe réunis. Et pourtant, cette petite souffrance-là lui faisait plaisir. Il était encore trop nouveau. La transformation n'était pas achevée. Il ne voulait regarder ni à gauche ni à droite. Dans le miroir couvert d'inscriptions à la craie, ces hommes en rang derrière lui, qui tous lisaient des journaux de sport, et qui, de temps en temps, levaient vers les occupants des fauteuils un regard indifférent. Le jour de sa première communion, à Stanislas, après qu'il eut regagné sa place avec précaution, les paupières baissées, il était resté longtemps immobile, le visage dans ses deux mains, à attendre la transformation qu'on lui avait promise. Ce qui s'accomplissait cette fois était réellement plus essentiel. Il aurait été incapable de l'expliquer, voire d'y penser d'une façon logique. Quand il avait décidé tout à l'heure, mais non, il n'avait rien décidé. Il n'avait rien eu à décider. Ce qu'il vivait n'était même pas tout à fait nouveau. Il avait dû y rêver souvent, ou y avoir tant pensé, qu'il avait l'impression de gestes déjà faits. Il se regardait, la joue tendue par les doigts du garçon coiffeur, et il se disait « Voilà, le sort en est jeté. » Sans étonnement. Il s'y attendait depuis longtemps, depuis toujours. Seulement, ses narines n'étaient pas accoutumées à ces parfums à bon marché qu'il respirait à forte dose, alors que jusque-là, il n'avait fait que les renifler au passage de quelque ouvrier endimanché. Le doigt bruni par le tabac le choquait, et l'emplâtre, et la serviette douteuse qui entourait son cou. C'était lui qui faisait tâche, lui qui s'étonnait, par exemple, de voir 10 personnes se plonger dans la lecture des mêmes journaux de sport. C'était lui qui devait choquer, qu'on allait peut-être montrer du doigt. S'il n'avait pas encore ressenti la joie folle de la délivrance, c'est que la transformation commençait à peine. Il était trop nouveau. Oui. Friction? Il entendit, et pourtant il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit très vite. Pardon, oui, si vous voulez. Une fois déjà, il avait fait raser cette moustache en brosse qu'on venait de faire disparaître. Il y avait longtemps de cela, la seconde ou la 3e année de son 2e mariage. Il était rentré tout joyeux, rue Balu, avec l'impression d'avoir rajeuni. Sa femme l'avait regardé de ses petits yeux noirs, déjà durs, et elle avait prononcé « Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes indécent. » Il n'était pas indécent, mais il n'était pas le même homme. Il y avait soudain dans son expression quelque chose de candide, à cause de la lèvre supérieure qui avançait,
de toute la bouche qui, à chaque instant, semblait suppliante ou boudeuse. Il paya, sortit gauchement, en demandant encore pardon parce qu'il frôlait les jambes croisées de ceux qui attendaient. Toutes les initiations sont pénibles, et c'en était une. Il plongea dans la rue, se mit à marcher dans des quartiers qu'il connaissait à peine. L'impression le poursuivit que tout le monde le regardait, et il se sentait coupable, par exemple, d'avoir fait raser sa moustache, comme un criminel qui a peur d'être reconnu. Coupable aussi à cause des 300 000 francs qui gonflaient ses poches. À supposer que cet agent, au coin du boulevard, l'arrête et lui demande. Il cherchait les rues les plus obscures, les plus mystérieuses, celles où les lumières ressemblaient quelque peu à ces lumières de jadis. N'était-ce pas extraordinaire d'accomplir à 48 ans, exactement à 48 ans, ce qu'il avait failli une première fois accomplir à 18, c'est-à-dire 30 ans avant, et de se sentir presque le même homme, au point qu'il ne pensait ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à tout ce qui s'était passé depuis. Il se souvenait exactement de cette première tentation. C'était un soir d'hiver aussi. Il habitait rue Balu, puisqu'il n'avait jamais habité ailleurs. Mais il occupait alors une chambre du second étage au-dessus du bureau de son père. La chambre qui était maintenant la chambre d'Alain. On s'éclairait encore au gaz. Il devait être 11 heures du soir. Il avait dîné en tête-à-tête avec sa mère. C'était une femme très douce, au trait fin, à la peau mate, au sourire mélancolique. Ce soir-là, elle était plus pâle que d'habitude, avec des yeux rouges qui avaient pleuré, et autour d'eux, la vaste maison paraissait déserte. Les domestiques marchaient à pas feutrés et parlaient bas, comme quand il y a un malheur dans la maison. Son père n'était pas rentré. Cela lui arrivait souvent. Mais pourquoi, vers les 5 heures, avait-il fait chercher par le cocher sa valise et sa pelisse? Il avait toujours eu des maîtresses. Il en avait une, depuis quelque temps, une petite actrice dont on voyait l'image sur tous les murs de Paris, qui paraissait plus dangereuse que les autres. C'était un homme toujours de bonne humeur, toujours tiré à 4 épingles, qu'un coiffeur venait voir chaque matin à l'hôtel, qui allait ensuite à son cercle faire des armes, et qu'on rencontrait aux courses, l'après-midi, en chapeau gris et en jaquette. Peut-être était-il parti pour toujours? Norbert aurait bien voulu consoler sa mère. « Va te coucher », lui avait-elle dit avec un sourire un peu dolent. « Ce ne sera rien. » Ce soir-là, il était resté longtemps le visage collé à la vitre de sa chambre. Il avait éteint le gaz. Il regardait dehors. Il tombait une petite pluie fine. La rue Balu était déserte, et il ne voyait en tout que 2 lumières. Celle d'un bec de gaz, à 50 mètres de la maison, et le rectangle rougeâtre d'un store, à une fenêtre. Une sorte d'écran lumineux derrière lequel une ombre passait parfois. Du côté de la rue de Clichy, on devinait la vie qui coulait, et Norbert Monde, son front brûlant sur la vitre, avait senti un frémissement s'emparer de lui. Derrière lui régnait un calme si profond, si absolu, qui lui faisait peur. Cet hôtel familier, ces pièces qu'il connaissait si bien, ces objets qu'il avait toujours vus, il les sentait vivre d'une vie menaçante et terriblement immobile. L'air lui-même devenait vivant, devenait une menace. C'était un monde noir et fantomatique qui l'enserrait pour le retenir coûte que coûte, pour l'empêcher d'aller ailleurs, de connaître une autre vie. Alors, une femme passa. Il ne voyait qu'une silhouette noire, un parapluie,
Elle marchait vite, troussant sa robe d'une main, sur le trottoir lustré d'eau. Elle allait tourner le coin de la rue. Elle le tournait, et l'envie lui prenait de courir, de s'arracher à la maison. Il lui semblait qu'il pouvait encore le faire, qu'un grand effort suffirait, qu'une fois dehors, il serait sauvé. Il s'élancerait, se jetterait tête baissée dans ce fleuve de vie qui coulait partout autour de la maison figée. Il tressaillit parce que, sans bruit, dans le noir, la porte s'ouvrait. Il eut peur, peur à crier. Il ouvrit la bouche, mais une voix douce prononça tout bas « Tu dors ?» Ce jour-là, il avait encore le choix. Il avait raté l'heure du choix. Et il la raterait une fois encore, plus tard, au temps de sa première femme. C'était étrangement voluptueux et effrayant tout ensemble d'y penser, maintenant qu'il venait enfin d'accomplir ce qui était décidé depuis toujours. Il avait 32 ans. Il était le même qu'à présent, aussi corpulent, peut-être davantage. Déjà, à l'école, des camarades l'appelaient boule de gomme, et pourtant il n'était pas mou. C'était un dimanche. Une fois encore, un dimanche d'hiver. Mais, autant qu'il se souvenait, du début de l'hiver, quand l'hiver est plus noir, de sentir encore l'automne, plutôt que le printemps proche. Pourquoi, cette fois-là, la maison de la rue Balu était-elle vide? Les domestiques étaient sortis. Parce que c'était dimanche, évidemment. Mais sa femme, Thérèse, qui avait l'air si fragile et si candide, celle-là, enfin... Les deux enfants étaient malades. Non, la fille seulement, qui avait alors 5 ans et qui avait la coqueluche. Quant à Alain, qui n'avait qu'1 an, c'était l'époque où il vomissait tout ce qu'il buvait. Leur mère était sortie quand même, peu importe ce qu'elle avait inventé. À cette époque-là, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et personne ne se doutait que... Bref, il était tout seul. Il ne faisait pas encore noir. Il gelait. Pas uniquement la maison, mais Paris entier semblait vide, avec, de loin en loin, un roulement de voitures sur les pavés. La petite toussait. Parfois, il lui faisait prendre une cuillère d'un sirop dont la bouteille était posée sur la cheminée. Il pourrait encore en marquer la place exacte. La veille, le matin même, 1 heure plus tôt, il adorait sa femme et ses enfants. Le crépuscule envahissait de cendres la maison, et il oubliait d'allumer les lampes. Il allait et venait, revenait toujours à la fenêtre tendue de guipures à ramages. Encore une sensation qu'il retrouvait avec une exactitude obsédante. Le quadrillé de la guipure s'interposant entre son front et le froid de la vitre. Soudain, en regardant l'homme au pardessus verdâtre, qui, dans la rue, allumait l'unique bec de gaz se trouvant dans le champ de sa vue, il lui était venu un détachement de tout. Sa fille avait toussé, et il ne s'était pas retourné. Le bébé, dans son berceau, vomissait peut-être. Il regardait la silhouette de l'homme qui s'en allait, et il se sentait comme tiré en avant. Il avait une irrésistible envie de s'en aller, lui aussi, droit devant lui. D'aller quelque part. Il était même descendu dans son bureau, sans raison, peut-être avec l'idée de partir. Il était resté longtemps immobile, comme hébété, à la même place, et il avait sursauté quand la cuisinière, celle-là qu'il avait vue naître
et qui était morte depuis, s'était écrié, son chapeau encore sur la tête, les mains glacées dans ses mitaines. « Vous êtes donc devenu sourd, que vous n'entendez pas la petite qui crie à fendre l'âme ?» Or, maintenant, il était dans la rue. Il marchait. Il regardait avec presque de l'effroi les ombres qui le frôlaient et toutes ces rues obscures, bourrées de vie invisible, qui s'enchevêtraient à l'infini. Il mangea quelque part, du côté de la Bastille. Il se souvint d'avoir traversé en biais la place des Vosges, dans un petit restaurant où il y avait des nappes en papier sur le marbre des tables. Demain. Puis il alla se promener le long de la Seine. En cela aussi, il accomplissait involontairement un rite fixé depuis longtemps. Il avait encore des pudeurs, des maladresses. Il était vraiment trop neuf. Pour bien faire, pour aller jusqu'au bout, il aurait dû descendre un de ces escaliers de pierre conduisant tout près de l'eau. Chaque fois qu'il avait franchi la Seine le matin, il avait jeté un coup d'œil sous les ponts, et c'était encore pour retrouver un très vieux souvenir, du temps où il allait à Stanislas, et où il lui arrivait de faire la route à pied en flânant. Sous le pont Neuf, il avait aperçu deux vieux, deux hommes sans âge, hirsutes et gris comme des statues abandonnées. Ils étaient assis sur des tas de pierres, et l'un d'eux, pendant que l'autre mangeait un saucisson, s'entourait les pieds de bandes de cotonnade. Il ne savait pas l'heure. Il ne s'en était pas inquiété une seule fois depuis qu'il avait quitté la banque. Les rues se vidaient. Les autobus devenaient plus rares. Puis il y eut des bandes de gens qui parlaient à voix très haute et qui devaient sortir des théâtres ou des cinémas. Dans son idée, il aurait dû choisir un hôtel de dernier ordre, comme celui qu'il avait aperçu tout à l'heure dans une petite rue près de la place des Vosges. Il y répugnait encore, à cause de son costume et à cause des 300 000 francs. Près du boulevard Saint-Michel, il entra dans une maison modeste, mais décente. Cela sentait la cuisine. Un gardien de nuit en pantoufles fut longtemps à tripoter des clés avant de lui entendre une. Au 4e, la 2e porte. Essayez de ne pas faire de bruit. Pour la première fois, à 48 ans, on aurait pu dire qu'il s'était offert cela pour son anniversaire que tout le monde avait oublié. Il était un homme tout seul, mais il n'était pas encore un homme dans la rue. Toujours sa crainte de choquer, de n'être pas à sa place. Car ce n'était pas de la timidité. Il n'était pas gêné pour lui-même, mais il avait peur de gêner autrui. Il y avait bien 10 minutes qu'il rôdait autour de la maison étroite, qu'il n'avait pas eu trop de mal à trouver. Il y avait du soleil. Les boucheries, les crèmeries regorgeaient de marchandises odorantes qui envahissaient le trottoir, et on avait peine à se frayer un passage dans la foule des ménagères et des marchandes qui s'agitaient sur le marché de la rue de Bussy. De temps en temps, d'un geste instinctif qui lui faisait honte, Monsieur Monde tâtait ses poches pour s'assurer qu'on ne lui avait pas volé ses billets de banque. Au fait, comment allait-il faire quand il lui faudrait changer de vêtements devant quelqu'un? Le problème l'occupa un certain temps. Puis il trouva une solution, mais il lui fallait du papier et de la ficelle. Du papier, c'était facile. Il lui suffisait d'acheter des journaux au premier kiosque venu. N'était-ce pas drôle d'acheter toute une pelote de ficelle pour n'en user qu'un petit bout? Il le fit. Il marcha lentement dans ce quartier où on ne vendait que des victuailles avant de trouver une papeterie. Et il ne pouvait pas faire cela en public. Il entra dans un bistrot, commanda un café, descendit à la toilette. Le réduit se trouvait dans la cave, près des bouteilles. La porte ne fermait pas.
Il n'y avait qu'un trou de ciment gris dans le sol, et l'espace était si réduit que ses épaules touchaient les murs. Il fit un paquet des billets de banque, le ficela solidement, jeta dans le trou le reste du papier et de la ficelle, et, quand il tira la chasse d'eau, celle-ci gicla avec force jusque sur ses souliers et éclaboussa son pantalon. Il oublia de boire son verre de café. Il avait conscience d'avoir l'air d'un coupable, et il se retourna pour s'assurer que le marchand de vin ne le suivait pas des yeux. Il fallait entrer dans la maison étroite, à la façade peinte en bleu, avec de grosses lettres noires. Location et vente d'habits. Savez-vous ce que Joseph fait des vêtements que vous lui donnez? C'était sa femme qui lui avait dit cela, un jour, sur un ton agressif. Il les revend dans une maison de la rue de Bussy. Comme vous les lui donnez presque neufs. Elle exagérait toujours. Elle souffrait de voir de l'argent dépensé. Je ne vois pas pourquoi, étant donné qu'il est payé, et bien payé, beaucoup trop bien pour ce qu'il vaut, nous lui donnerions encore ce profit. Il entra. Un petit homme qui devait être arménien le reçut sans étonnement, contre son attente. Et lui, bégayant, « J'aurais voulu un complet très simple, pas voyant, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quelque chose de bien quand même. » S'il avait osé, il aurait dit « un complet de tout le monde ». Il en pendait dans toute la maison, dans toutes les pièces, des complets de ville, des habits, surtout des habits, des vêtements d'équitation et même 2 uniformes de sergent de ville. Un tissu assez sombre, n'est-ce pas? Pas trop neuf. Il se troubla un peu plus tard, parce qu'il avait déposé son paquet dans la première pièce et que, maintenant, il était au second étage. Si on allait le lui voler. On lui montrait des costumes, mais presque tous étaient trop étroits, ou trop longs de manches et de jambes. Il se trouvait en caleçon au milieu de la pièce quand une femme entra. La femme du marchand, qui avait quelque chose à dire à son mari et qui ne fit pas attention à lui. Pour qui allait-on le prendre? Sûrement pour un homme qui se cache. Pour un voleur, pour un assassin, pour un banqueroutier. Il souffrait. C'était la transformation qui était pénible. Après, dans moins d'1 heure, il serait libre. Voici un veston qui a l'air d'être fait pour vous. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai le pantalon assorti. Non. Mais tenez, ce pantalon gris, il se laissa faire, faute d'oser discuter. C'était un peu mieux que ce qu'il aurait voulu. Ainsi vêtu, il ressemblait à un bon employé, à un comptable soigneux. Peut-être voulez-vous aussi des chaussures et du linge? Il en acheta. On lui fournit aussi, toujours d'occasion, une petite valise en fibre d'un vilain brun. Vous le gardez sur vous? Si cela ne vous ennuie pas, je voudrais même vous laisser mes vêtements. Il vit l'Arménien regarder la marque du tailleur, et il pensa qu'il avait eu tort de la laisser. Il ne craignait pas d'être poursuivi. L'idée ne lui en était pas venue. Et pourtant, cela l'ennuyait de laisser cette trace derrière lui. Quand il sortit, son paquet était toujours dans la première pièce. Le marchand le lui tendit. Ne devina-t-il pas, à la consistance, que c'étaient des billets de banque? Il était 10 heures. L'heure, mais non. Il ne voulait plus penser à ce qu'il faisait les autres jours à tel ou tel moment. Le veston le gênait un peu aux épaules. Le tissu du par-dessus était beaucoup plus mince que le sien, et cela lui donnait une impression de légèreté. Pourquoi, sans hésiter, allait-il attendre
au coin du boulevard Saint-Michel, un autobus conduisant à la gare de Lyon. Il n'y avait pas réfléchi, il ne s'était pas dit qu'il ferait ceci ou cela. Une fois encore, il suivait un programme tracé d'avance, mais qui n'avait pas été tracé par lui. La veille non plus, il n'avait pas eu de décision à prendre. Tout cela venait de beaucoup plus loin, de toujours. Il tâtait ses poches sur la plateforme de l'autobus. Il se penchait pour se voir dans la vitre. Il n'était pas étonné. Mais il attendait toujours, comme après sa première communion. Il attendait quelque chose à quoi il aspirait, et qui ne venait pas encore. C'était drôle de suivre la foule dans le hall de la gare, de n'avoir à la main qu'une mallette comme il en voyait à la plupart des voyageurs, de prendre la file devant un guichet, puis, à son tour, de prononcer docilement « Marseille ». On ne lui demanda pas quelle classe. On lui remit un billet de 3e, dont il observa curieusement la couleur mauve. Il suivait toujours la foule. En somme, il n'y a qu'à se laisser porter. On le poussait, on le bousculait. Il recevait des coups de valise dans les jambes. Une voiture d'enfant le heurtait dans les reins. Le haut-parleur hurlait des ordres. Des trains sifflaient. Et il grimpa comme les autres dans un compartiment de 3e classe, où il y avait déjà 3 soldats qui mangeaient. Ce qui l'embarrassait le plus, c'était son paquet, qu'il n'avait pas pensé à ranger dans la valise. Il est vrai que celle-ci était déjà pleine, mais il l'ouvrit, tassa ce qu'il y avait dedans, en sorte qu'il se trouva soulagé. Est-ce que la vie commençait enfin? Il ne savait pas. Il avait peur de s'interroger. Tout comme l'emplâtre du garçon coiffeur et son index bruni, l'odeur du compartiment le gênait. Et, quand le train roula, il alla s'installer dans le couloir. Une vision magnifique, magnifique et sordide. Ce fut celle des hautes tranches de maisons noircies, au pied desquelles le train frayait sa route, avec des centaines, des milliers de fenêtres fermées ou ouvertes, du linge qui pendait, des antennes de télé, un entassement prodigieux, en largeur et en hauteur, de vie grouillante, dont le train se détacha brusquement, après qu'on eut aperçu dans une rue qui ressemblait déjà à une grande route, le dernier autobus vert et blanc. Après, Monsieur Monde ne pensa plus. Le rythme du train s'empara de lui. Ce fut comme une musique régulière, sur laquelle s'inscrivaient, en guise de paroles, de bribes de phrases, des souvenirs, des images qui passaient sous ses yeux. Une bicoque toute seule dans une campagne, avec une grosse femme qui faisait la lessive. Un chef de gare agitant son drapeau rouge dans une gare jouet. Des gens qui défilaient sans cesse derrière lui, pour se rendre au cabinet. Un enfant qui hurlait dans le compartiment voisin, et un des militaires qui dormait dans son coin, la bouche ouverte dans un rayon de soleil. Il ne savait pas où il allait, ni ce qu'il ferait. Il était parti. Il n'y avait plus rien derrière lui. Il n'y avait encore rien devant lui. Il était dans l'espace. Il eut faim. Tout le monde mangeait. Dans une gare, il acheta des sandwichs desséchés et une bouteille de bière. À Lyon, il faisait déjà nuit. Il faillit descendre, sans savoir pourquoi, tenter de se plonger déjà dans le noir piqueté de lumière, mais le train repartit qu'il n'avait pas encore eu le temps de se décider. Il y avait des tas de choses en lui qu'il mettrait au point, plus tard, quand il serait habitué, quand le train s'arrêterait, quand il arriverait enfin quelque part.
Il n'avait pas peur. Il ne regrettait rien. Dans la plupart des compartiments, on avait éteint les lumières. Les gens s'appuyaient, pour dormir, les uns aux autres, mélangeaient leurs odeurs et leur haleine. Il n'osait pas encore. Et, malgré sa lassitude, il restait debout dans le couloir où passaient des courants d'air. Il ne voulait pas regarder vers le wagon voisin, où on apercevait des tapis rouges. Avignon. Il regarda avec stupeur la grosse horloge qui ne marquait que 9 heures. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans son compartiment où il avait laissé sa mallette dans le filet, parmi d'autres bagages curieusement ficelés. Saint-Charles. Il descendit à pied, tout doucement, vers le port. Les grandes brasseries de la Canebière étaient encore ouvertes. Il les regardait avec une certaine stupeur. Il regardait surtout curieusement les hommes attablés dans la lumière, derrière les vitres, comme s'il eût été étonné de voir la vie continuer. Ces gens-là étaient à leur table habituelle, comme tous les autres soirs. Ils n'avaient pas pris le train. Ils venaient de jouer aux cartes ou au billard, ou de parler politique. Et ils appelaient le garçon, ou encore c'était le garçon qui les connaissait par leur nom et qui venait leur annoncer qu'on allait fermer. Il y en avait déjà qui sortaient, qui s'attardaient au bord du trottoir pour finir la conversation commencée, se serraient la main, s'en allaient chacun de son côté, chacun vers sa maison, vers sa femme, vers son lit. Des volets de fer dégringolaient devant des devantures. On fermait aussi des petits bars dans le quartier du Vieux-Port. Il vit l'eau, tout près de lui, des petits bateaux serrés les uns contre les autres, et légèrement soulevés par la respiration de la mer. Des reflets s'étiraient. Quelqu'un ramait. Oui, quelqu'un qui n'était pas seul, car on percevait des chuchotements, peut-être des amoureux ou des contrebandiers. Il releva le col de son pardessus, de ce pardessus qui ne lui était pas encore familier, dont il ne connaissait pas le contact. Il leva la tête vers le ciel où il y avait des étoiles. Une femme le frôla, lui dit quelque chose, et il s'éloigna rapidement, prit une petite rue à droite, aperçut la porte éclairée d'un hôtel. Dès le vestibule, il faisait chaud. Il y avait un comptoir d'acajou, un monsieur correct, vêtu de noir, qui lui demanda « Vous êtes seul ?» On lui tendit un bloc de fiches et, après une seconde d'hésitation, il écrivit un nom quelconque, le premier qui lui vint à l'esprit. « Il nous reste une chambre qui donne sur le Vieux-Port. » L'employé lui prit sa mallette des mains et M. Monde eut honte. Est-ce que l'homme n'était pas surpris de la pauvreté de son bagage? « C'est au second. À cette heure, l'ascenseur ne fonctionne pas. Si vous voulez venir par ici. » La chambre était confortable. Une cloison vitrée la séparait d'un cabinet de toilette. Au-dessus de la cheminée, il y avait un grand miroir. Et M. Monde s'y regarda longuement, sérieusement, hocha la tête, commença un soupir qu'il retint, et retira son veston aux manches un peu étroites, sa cravate, sa chemise. Puis il inspecta cette chambre où il était seul, et regretta un tout petit peu, sans trop oser se l'avouer, de n'avoir pas écouté la femme qui lui avait parlé tout à l'heure au bord de l'eau. Enfin, il se coucha et releva la couverture jusqu'à son nez.